Dites donc, vous trouvez pas qu'il y a comme des mauvaises ondes là sur cet Open d'Australie? Le pays crame depuis des mois. On n'est pas loin du milliard d'animaux brûlés, du milliard. Il y a des fumées toxiques à te faire passer le nuage de Tchernobyl pour une pub Narta. Résultat, pour la première fois, et là ça fout les foies, on a été obligé de créer une règle pollution. Bon, c'est vrai que là-bas on est un peu habitué à ce qu'ils nous pompent des trucs extrêmes. Souvenez-vous de la Heat Policy, là. Cette fournaise absolue, là, certains jours, là, où tu joues pas, tu fonds. C'est simple, hein. Mais bon, c'est loin, ça fait exotique, ça fait traverser du désert. Pollution, en revanche, on imagine des masques là partout, toi. Changement de côté en chambre stérile, vente de bouteilles d'oxygène pur, 3 spectateurs encore vivants. Ça fait route vers l'enfer. Et ben aujourd'hui, pour le premier jour du tournoi, en plein été austral, hein, on a à peine fait le premier kilomètre, c'est déjà l'angoisse. On avait à peine démarré qu'on a croisé Dimitrov et son survêt. Et alors après, à l'heure du goûter, là on a titillé le cataclysmique. On n'était plus à Melbourne, on se serait cru à Abbeville un soir d'hiver. Des nuages bas, de la flotte à noyer un océan et des attaques de grêlons. Mais pas des petits, hein. Non, des grêlons de compétition. Là, tout le monde se disait qu'on était quand même pas loin de la malédiction. Et il y en a pas beaucoup qui ont pu jouer. Il y en a même qui ont déjà disparu, comme Chapovalov. 13e mondial. Finaliste à Bercy, il y a quoi, il y a 2 mois? L'enfer. Et attendez, c'est pas terminé, parce qu'il faut rattraper le temps perdu. Demain, il y a 96 matchs de programmés, dont 17 Français. Vous imaginez les bouchons? Oh, ça va pas arranger la pollution. Partout à 10. C'est pas possible, c'est inimaginable. Tsonga, notre Tsongix, notre irréductible Gaulois, obligé d'abandonner dès le premier tour de l'Open d'Australie, le corps usé, et le plus grave, fatigué au plus profond de sa volonté. On le sent tout près de lâcher la raquette. Faut dire aussi qu'il peut être fatigué après avoir distribué des frappes de mutants aux légionnaires du circuit tout au long de la saison 2019 pour revenir de la 260e à la 30e place mondiale. Sans oublier que ça fait 15 ans que ça dure, 15 ans qu'il est obligé à chaque fois de revenir de blessure. Il a à peine commencé que c'est une hernie discale qui lui pourrit son début de carrière, ne lui permettant d'intégrer le top 100 qu'à 22 ans. Mais 1 an plus tard, il a tellement distribué de bourre-pif qu'il devient le 7e meilleur joueur du monde, en atteignant la finale de l'Open d'Australie, après avoir saoulé de coups un Rafael Nadal, alors numéro 2 mondial, en demi-finale. Après, il y aura une fissure au ménisque, des pépins au bras, à l'épaule, aux abdos, aux adducteurs, et puis le genou, 1 fois, 2 fois le genou, 3 fois le genou, jusqu'à une opération. Sans oublier la drépanocytose, cette espèce de merde génétique héréditaire qui lui pourrit le sang dès qu'il doit faire des longs voyages. Et là, à Melbourne, son tournoi du Grand Chelem, son meilleur, son préféré, où il a été 8 fois en 2e semaine. Le Tsongix nous apprend qu'il a joué sous infiltration, qu'il a les ligaments du bas du dos calcifiés. C'est douloureux, c'est irréversible. Et c'est vrai qu'à son âge, à 34 ans, tout le monde se dit que ça sent la retraite. Ça pue la charentaise. Mais par Bellénos, comment l'imaginer? C'est comme si Obélix quittait Astérix. C'est pas possible. Parce que quand il va arrêter, ça va faire un grand vide au banquet des joueurs français. Quand je vous dis que le tennis c'est terrifiant, on en a eu la preuve aujourd'hui. D'abord, il y a ceux qui jouent contre le temps, comme Roger Federer, qui a 38 ans, s'est reseté mentalement, en se disant qu'à cet âge canonique de croulant tennistique, il doit avant tout s'amuser, se faire plaisir, jouer et puis gagner. Et étonnamment, le cannibale de balle ne se gêne pas pour le faire. 2 tours, 2h53 passés sur les cours, autant vous dire que le vieux Suisse n'est pas encore vermoulu. Serena, 38 ans également, elle, à l'inverse, ne se fait pas plaisir, ne s'amuse pas. Depuis qu'elle est maman, elle essaye de se blinder mentalement pour défier ses adversaires et le temps qui l'empêche de gagner ce 24e titre dans un tournoi du Grand Chelem. Sauf que le souci, c'est pas qu'elle soit blindée, c'est qu'elle s'est transformée mentalement. Mais j'ai pas peur de le dire. Serena, c'est devenu un animal. Elle est repartie dans le primal. Elle se met à nu. Elle n'a pas peur de montrer tous ses sentiments. Elle crie, elle souffre, elle rugit, elle hurle même. Quand vous êtes en face, c'est comme si vous affrontiez la bête du Gévaudan. Non mais sans rire. Là, elle est terrifiante. Et puis il y a ceux qui jouent contre eux-mêmes. Comme notre Caroline Garcia nationale qui nous explique qu'elle a perdu au 2e tour parce qu'elle a régressé physiquement. Mais non, Caro.
Elle se trompe, elle perd parce qu'elle n'est pas armée mentalement, elle manque de confiance, elle contrôle pas sa performance. Il y a qu'à voir les regards de détresse qu'elle balance vers son père dès qu'il y a un grain de sable. Le plus petit problème génère du stress, la tétanise, la paralyse même, c'est terrible. Quant à Benoît Paire, il est colère le père. Parce que sa défaite au super tie-break du 5e set contre Cilic, c'est la faute du vent, des supporters croates, des organisateurs du calendrier, mais surtout pas de sa faute à lui. Bah non, même s'il explique qu'il s'entraîne pas, qu'il fait pas de préparation à l'intersaison, que oui, parfois, il dérape, il en fait un peu trop sur le court. Mais bon, c'est pas sa faute. Oui, mais bon, là, s'il n'y a pas une petite introspection, une petite réflexion, à moins que sa semaine de détente aux Philippines lui ouvre les chakras. Et alors là, illumination, vision du Bouddha, pose de yoga. Ah bah sinon on s'en sortira jamais. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était pas la journée des comiques aujourd'hui à l'Open d'Australie. Hein. Pourtant, avec Bouboule et le Mont Fizi en programme, les deux électriciens du Cervelet, on s'attendait au minimum à glousser. Bah rien, nada. Faut dire aussi que Kyrgios et notre alien national jouaient respectivement Gilles Simon et Ivo Karlovic. Deux purges. Deux gars qui t'obligent à pas te mélanger les fils, sinon tu peux faire très vite un AVC du coup droit. Et quand mon fils, opposé à Karlovic donc, a commencé par deux doubles fautes pour se faire breaker d'entrée, on se disait que la panne de courant était pas loin. Surtout que Karlovic, même s'il a 40 ans et la vitesse de déplacement d'un arbre, il a l'avantage de culminer à 2,11 m. Résultat, il te trouve des angles au service qui te court-circuite les zygomatiques. Plus de 13 500 aces au compteur tout de même. À contre lui, tu t'éclates pas. Hein. C'est que de la concentration. Et mon fils a pas pété un seul plomb, même quand il s'est retrouvé avec une balle de 2-7-0 contre lui en moins d'1h30. En revanche, Kyrgios, lui, il a bien failli disjoncter. Pourtant, dès le départ, c'était clair. Il avait laissé les pitreries au vestiaire. Hyper concentré. Il menait 2-7-0 et 2 balles de 5-2. Quand Gilles Simon, le serpent K du circuit, capable de t'hypnotiser n'importe qui, même de t'endormir tout un public, a réussi à rentrer dans la tête de Nick Bouboule, à ce moment-là, hein, pour aligner 5 jeux d'affilée. Et vas-y que je te renvoie la balle 20 fois, 30 fois, 40 fois même. Le Nick Kyrgios, qui lui aime créer et tenter des choses improbables, hein. Ça lui grignotait l'hypophyse, ce tennis d'ouvrier à la chaîne. C'est bien simple, c'est comme si t'obligeais Van Gogh à devenir peintre en bâtiment. Au rouleau, tu vois, repeins-moi toutes les façades de Melbourne. Au début, ça l'a amusé, au Nick Kyrgios. Mais au bout de 2 heures, le gars, c'est pas une oreille qui se coupe, mais les deux. Hein. Il se crève un œil, il se bouffe le foie. Sauf que là, le Kyrgios, il est resté tout en contrôle. Il a pas disjoncté pour gagner en 4-7, comme mon fils. Autant vous dire qu'ils sont prêts à faire des étincelles, ces deux-là. Oh mes aïeux, mais par où commencer ? Parce que cette 5e journée de l'Open d'Australie a été folle, dingue, totalement crazy. Il y a eu Cilic qui enchaîne un 2e match de mutant en 5-7 pour battre Bautista Agut en 4h10. Ons Jabeur, la petite Tunisienne qui met fin à la carrière de Caroline Wozniacki. Raonic qui assomme de service Tsitsipas, 6e joueur mondial et demi-finaliste ici l'an dernier. Et la Coco Gauff du haut de ses 15 ans qui sort Naomi Osaka, la tenante du titre, en servant plus fort que Serena Williams. Serena, la pauvre Serena, battue par Wang Qiang, alors que tout le monde la voyait pulvériser cette brindille chinoise. Sauf que Qiu, c'est son surnom, Qiang Qiu, a fait cavaler la diva comme rarement, l'obligeant à travailler le petit jeu de jambes, les petits pas d'ajustement. Et c'est pas son truc, la Serena. Elle fait plus dans la boucherie, voyez. Elle est pas dans le petit four, le canapé de traiteur. Non, Serena, elle est là pour désosser. Comme elle l'avait fait contre la chinoise à l'US Open il y a 4 mois. Où Qiu n'avait pas réussi à mettre un coup gagnant en 44 minutes. Elle s'était fait dépecer. Là, aujourd'hui, on a eu le droit à un bras de fer de 2h41, au cours duquel Qiu a eu une balle de 6-4, 5-2, tranquille. Mais Serena est revenue et a tenu jusqu'à 5 jeux partout dans le 3e set, avant que l'américaine ne craque avec 56 fautes directes au compteur. Bagarre de dingue. Faut dire aussi que c'est tellement dur de battre une légende. Demandez à John Millman, qui a sublimé son tennis pendant 3h58 contre un Federer nerveux et mou du coup droit, jusqu'à mener 8 points à 4 dans le super tie-break du 5e et dernier set. 8 points à 4.
Encore 2 petits points et il élimine le cannibale de Bâle, comme il l'avait déjà fait à l'US Open en 2018. 2 points. Mais c'est tellement dur de battre une légende. Sur les 6 minutes qui suivent, c'est pas 2 points qu'il va réussir à marquer Millman, c'est même pas 1. Alors que Federer, lui, va en aligner 6 pour réussir à gagner. Mais alors, épuisé, mais rincé. Il est alors minuit 50 à Melbourne, et ça fait longtemps que Djokovic fait dodo. Le Serbe, ayant pulvérisé son adversaire nippon en ne perdant que 8 petits points sur ses engagements. On se rend pas compte, mais c'est tellement dur de battre une légende. Non mais il se passe quelque chose, c'est pas possible, on nous les a changés. Kyrgios et mon fils, ils fissurent plus. Deux Jedi tout en contrôle, c'est Nick Solo et Gaël Skywalker. Je suis ton père. Le Monfisien affrontait Gulbis, le laiton Ernest de son prénom. On s'attendait à ce que notre allié national balance que des pétards, et ben pas du tout. Des services à 170 km/h, et vas-y que je te pousse la baballe, que je reste 2 mètres derrière ma ligne de fond. Quand il rentrait dans le cours, on avait l'impression que c'était une aventure d'Indiana Jones, qui avait des sables mouvants autour du filet, tu vois. Si jamais tu montais, tu pouvais y rester. Alors il n'a pas bougé. Il s'est transformé en reptile des marécages. Les Australiens ont adoré. C'était le crocodile Dundee de la raquette. Il y a ce petit jeu-là, il est fort, il est très fort. Il peut rester comme ça pendant des heures. En 2013, sur ce même cours, il avait joué au croco avec Gilles Simon, l'hypnotiseur, pendant 4h43. Alors Gulbis, qui n'est pas connu pour avoir la patience du caïman, il lui a mis 3 petits sets, propres, nets, ne faisant même qu'une seule faute directe dans la 3e manche. Maintenant, il faudra peut-être un peu plus s'agiter les écailles en 8e de finale contre Dominic Thiem. 5e mondial contre qui il a toujours perdu. Sinon, Crocodile mon fils, il pourrait finir en sac à main. Nick Kyrgios, lui, affrontait Khachanov. Et alors tous les deux, ils t'ont fait péter un feu d'artifice pendant 4h30. Des coups entre les jambes, des plongeons en veux-tu, en voilà, 54 rails, 121 montées au filet, 172 coups gagnants, 97 pour Kyrgios à lui tout seul, 97 coups gagnants. Mais l'Australien, comme contre Gilles Simon, l'hypnotiseur, a dégoupillé au bout de 2 heures, alors qu'il menait 6-2, 7-6, 4-2. Le Khachanov en a profité pour revenir, sauver une balle de match dans le tie-break du 3e set, en sauver encore une dans le tie-break de la 4e manche, et amener Kyrgios à 8 points partout dans le super tie-break du 5e set. Le public était dingue, mais pas Kyrgios, une tombe, enfin presque. Mais qui a supporté cette pression pour s'imposer 10 points à 8, remporter le match le plus long de sa carrière et se donner le droit d'affronter Rafa, qu'il a déjà battu 3 fois. Mais dans quel état il sera? Que la force soit avec toi. Bon, sérieusement, à votre avis, qui va gagner? Est-ce que le Monfisien peut battre Dominic Thiem? Et Kyrgios contre Nadal? Qui? Faut quand même se rendre compte que Monfils contre Thiem, c'est 5 défaites pour 0 victoire. Et le Monfisien sait que pour réussir à gagner, il va devoir jouer Crocodile Dundee 2, bon ça il sait faire, tout en y mettant de l'Indiana Jones, du James Bond, du Marvel, du Matrix, du Rocky, de tout quoi. Il va devoir défendre, attaquer, varier, tenter, agresser, changer de rythme, comme l'a fait Tsitsipas en finale du Masters, et Berrettini à Londres et à Shanghai, et Dimitrov à Bercy, tous les 3 vainqueurs de Thiem sur les 3 derniers mois. Surtout ne pas faire comme à Roland-Garros l'an dernier où il avait joué les timides et il s'était pris 3-7. Après c'est Roland-Garros, là où Thiem est toujours au moins en demi-finale depuis 4 ans. Mais sur dur en Grand Chelem, c'est pas du tout la même histoire. L'Autrichien n'a dépassé qu'une seule fois les 8e de finale à l'US Open en 2018, mais jamais en Australie, où Benoît Paire avait failli le battre l'an dernier au premier tour en 5-7, alors que Sandgren, lui, avait réussi à dominer l'Autrichien en 8e de finale il y a 2 ans, en 5-7, quasiment 4 heures, dans un match de gladiateur. Tiens, gladiateur, je l'avais oublié ça, faudra le jouer aussi. Le souci, c'est que mon fils n'a plus battu un top 10 en Grand Chelem sur dur depuis Dimitrov à l'US Open en 2014. Il y a une éternité. Autant dire que ça va être compliqué. Comme pour Kyrgios face à Rafa. Oui, ok, Kyrgios l'a déjà battu 3 fois, mais il y a 48 heures. Le Nick a dû se goinfrer un match de 4h30, le match le plus long de sa carrière. Est-ce qu'il l'aura digéré? Parce que Kyrgios et les entraînements, c'est comme si tu mettais un flipper dans une église. Ça va pas ensemble. Comment il aura récupéré physiquement et mentalement quand on sait qu'il a été à 2 points de la défaite contre Khachanov et ses pannes de courant répétées après 2 heures de match? Et la pression qui va être énorme. Sans oublier qu'il y a Rafa en face, comment il va se comporter?
Est-ce qu'il va la jouer Commedia dell'arte comme un Acapulco? Est-ce qu'il va foutre le bordel sur le court, devant son public? Lui qui, depuis le début du tournoi, est sage comme une image. Enfin, sage comme une image. Il se contrôle, quoi. Et il va falloir, parce que les deux derniers joueurs à avoir battu Nadal en 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem, ils ont laissé leur trip sur le court. Je sais pas si vous vous souvenez, Lucas Pouille, vainqueur en plus de 4 heures au 5e set à l'US Open en 2016, et Gilles Muller à Wimbledon en 2017, quasiment 5 heures. 15-13 au 5e set. C'est donc possible, hein, mais faut pas se disperser. Aujourd'hui, en Australie, il n'y avait pas de place pour les polis de l'amorti, les délicats du coup droit. Fallait la jouer bestiale, façon barbare, limite sauvage. Ça a commencé avec Tim. Et la seule coquetterie de l'Autrichien, c'est le capillaire, le tif oxygéné. Sinon, il fait dans la bûche. Sur chaque frappe, il t'élague la confiance. Il te déracine avec son lift monstrueux. Et le Montphysien, il en a fait du petit bois. 6-2, 6-4, 6-4. Tim, en fait, c'est le mec qui fait peur aux forêts. Après, on a eu Wawrinka. Le Stan, lui, il mouline de la massue. Il joue pas, il assomme. C'est le pierre à feu de la raquette. Ah bah demandez à Medvedev, il a fini tuméfié, violenté par 71 coups gagnants du Suisse, qui signe quand même son 3e quart de finale sur les 4 derniers tournois du Grand Chelem. Et Zverev qui a l'épaisseur d'un phasme, le muscle discret, qui mettait plus une balle dans le court depuis qu'il s'était fait corriger la myopie au laser en décembre dernier. Et ben Vlatipak, la brindille teutonne, éparpille en 3 petits sets. Rublev l'invincible, en servant des premières balles à 200 km/h en moyenne pendant plus d'1 heure et demie. Kyrgios a servi encore plus fort, à 201 km/h en moyenne pendant plus de 3 heures et demie. Mais ça n'a pas suffi. Et pourtant, il est resté concentré, il a tout tenté, des plongeons, services à la cuillère, des volées magiques, des coups de génie. Il s'est accroché jusqu'à faire trembler Nadal dans le tie-break du 3e set. Et au moment où l'Espagnol a servi pour le match à 5 jeux à 4 dans la 4e manche. Si, il a flippé Nadal, il l'a dit, il a eu les chocotasses. Comme quoi il n'est pas si étanche que ça à la pression. Mais niveau détermination et intensité, c'est vrai que tu le mets sur un vélo électrique, il t'éclaire l'Espagne. Alors comme d'hab, il n'a pas lâché, il a travaillé le Kyrgios en férocité, et il a fini par gagner au terme d'un match de toute beauté. C'était le plus bel hommage à faire à Kobe, et aux 8 autres personnes décédées dans cet accident d'hélicoptère, dont sa fille de 13 ans. Reposez en paix. Aujourd'hui, en Australie, on a fait dans le miraculeux. Ah bah parce que c'est pas possible autrement. Hein. Il y a le divin qui s'en est mêlé pour permettre à Federer de gagner ce match contre Sandgren. Sandgren, comment vous le décrire? Il a peut-être les genoux cagneux et la dégaine du géovoile de Djerba, mais il a aussi le bandeau et les biscottos de Rambo. Niveau triceps, on n'est pas loin de l'haltérophile bulgare. Mais il a un problème, c'est côté ciboulot. Ah bah ça reste Rambo, hein. On est au max dans la réflexion du bigorneau. Et il a commencé à cogiter quand Federer est sorti du court pour aller se faire soigner à 1-7 partout et 3-0 pour l'Américain. Ah ben tout le monde s'inquiétait, ça faisait 1 heure qu'à la place de Federer, on avait son grand-père. Le service tout ridé et les pantoufles lestées. Est-ce qu'il allait abandonner pour la première fois de sa carrière à son 1512e match? Eh ben non, il est revenu, mais avec son adducteur qui grinçait, il marchait toujours pas sur l'eau. On était plutôt genre pédalo dans la vase. Une horreur. Ce qui a permis à Sandgren de mener 2-7-1 et de s'offrir ses 3 premières balles de match à 5 jeux à 4 dans le 4e set. Le souci pour Rambo Sandgren, c'est qu'il voyait pas Federer en face, mais le colonel Trotman, la légende, couvert de titres. Du coup, il foire ses 3 occasions, mais quelques minutes plus tard, il va en avoir encore 4 dans le tie-break. Au total, 7 balles de match, 7 que Federer va jouer brillamment, à l'intox, au mental. Je te le donnerai pas ce match, je ferai pas la faute. Je vais renvoyer, je vais mettre la balle dans le court. À toi de me finir. Sauf que le Rambo de la raquette n'y arrive pas. Quand Federer a égalisé à 2-7 partout, le stade a explosé. Et cette déflagration, plus la pression, plus le colonel Trotman, plus les 7 balles de match, ça lui a complètement fissuré la confiance au Sandgren. Federer s'en sort. On ne sait pas comment il s'en sort, mais il s'en sort en 5-7. Un deuxième miracle après sa victoire au super tie-break contre Millman au 3e tour. Et il en faudra un 3e de miracle s'il veut remporter sa demi-finale contre Djokovic. 7 fois vainqueur ici en Australie et que Federer n'a plus battu en Grand Chelem depuis 8 ans. Djokovic qui n'a rencontré qu'un seul problème aujourd'hui. Et c'était pas Raonic. Hein. Non, il a dû changer de lentille. Parce que Novak, lui, il fait pas dans le miracle. Il rend pas la vue. Il aveugle. Je
fais des points, des petits points, encore des petits points. Des petits points, des grands points, toujours plein de points. Des points de première classe, et vas-y que je te passe. Ah si, sur ce match, Tim c'est le poinçonneur de Rafa. Et pour la première fois, il le bat sur dur et en grand chelem, au bout d'un combat de 4 heures et 10 minutes, à pocher les 2 yeux, avec 3 tie-breaks en 4-7. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'US Open, il y a 2 ans, également en quart de finale, Tim avait mis les gants contre Nadal, mais il avait perdu, au tie-break du 5e round, en 4h49. Parce que leur duel, c'est tout le temps comme ça, c'est un combat de boxe, d'une violence. Ils se rendent coup pour coup, la balle de l'Autrichien déracine, celle de Nadal à la puissance d'un tsunami. Et c'est lui, Nadal, qui a eu le premier une balle de 7 à 5-3 dans la première manche, avant que Tim ne revienne pour gagner le tie-break, sans faire une seule faute directe. Et Nadal a encore fait le break le premier dans la 2e manche, avant de céder encore une fois au jeu décisif. Et quand Rafa, après avoir remporté le 3e set, est revenu à 5 jeux partout dans la 4e manche, on s'est souvenu de Sandgren contre Federer, les 7 balles de match, la peur de tuer la légende, le mental fatal. Parce que Tim, tout 5e mondial qu'il est, je peux vous dire qu'il jouait des castagnettes. Et ça, faut pas contre Nadal. Ça lui rappelle le pays. Quand Tim a servi pour boucler le match à 5-4, il a fait un jeu, mais moisi, le coup droit faisandé. Quand il a eu sa première balle de match à 6-4 dans le tie-break, à nouveau les pétoches. Et un nouveau coup droit pourri. À 6-5, un lob trop long. Et à 6 points partout, autant vous dire qu'il avait les fessiers contractés, l'Autrichien. Non mais sans rire, c'est quoi l'histoire? Ils sont invincibles ces gars-là ou quoi? Ben si, c'est possible. Tim a prouvé que si. Lui qui avait déjà bataillé 4h13 pour battre Djokovic, alors numéro 1 mondial, en demi-finale de Roland-Garros l'an dernier, a mis 3 minutes de moins pour battre à nouveau un numéro 1, son premier sur dur. Mais c'est vrai que ce fut compliqué. Voilà. Et il a bien été aidé par le filet. Après, va pas falloir se ramollir du jarret. Parce qu'au prochain tour, l'attend Alexander Zverev, le phasme, qui a passé 4 heures de moins sur les cours pour atteindre le dernier carré. 4 heures! Et on annonce 35 degrés pour leur match en soirée vendredi. Autant vous dire que le team a pas encore poinçonné son ticket pour la finale. Je fais des points, des petits points, encore des petits points. Bon bah voilà, c'est confirmé. Melbourne, c'est pas lourde. Pourtant, après les dernières apparitions de Federer qui a carburé au bizarre en multipliant les miracles, on se disait que le Suisse pouvait nous en faire un de plus. Un de ceux qui rendent aveugle. Et on y a cru. Parce que pendant les 25 premières minutes de cette demi-finale, Novak Djokovic avait la clairvoyance de Ray Charles. Non mais sans rire, on se demandait si c'était pas son frangin sur le court. Il était nerveux, tendu comme une arbalète. Il passait son temps à zioter le Roger pour voir s'il était vraiment handicapé. Sauf que le Federer, habitué à barboter dans le miracle depuis une dizaine de jours, il marchait sur l'eau. Et vas-y que je te titille le divin, que je te foudroie le terrain jusqu'à s'offrir 3 balles de 5-1. Le public, enfin ceux qui n'avaient pas fondu, vu qu'il faisait encore 36 degrés à 21h, le public était mystifié. Roger, Roger! Sauf que le Roger a foiré un coup droit tout fait et à partir de là, le Novak s'est remis à l'endroit. Ah bah il est pas fou le gars, il voyait bien que Federer était diminué et que le Suisse tentait le tout pour le tout, se mettant même à 2 mètres à l'intérieur du court pour relancer les secondes balles de Djokovic, prêt à bondir pour raccourcir les échanges. Alors Novak s'est appliqué, fini les cadeaux, 11 fautes directes au premier set, 4 au deuxième, 3 au troisième. C'était bon, il était redevenu le patron. Et le regard noir de Federer, mais noir, façon mineur de fond, ambiance d'écoron, en disait long sur sa frustration de ne pas avoir pu jouer ce match à 100%. Mais il a essayé, même blessé, on ne sait jamais. Et à plus de 38 ans, il s'est hissé quand même jusqu'en demi-finale. Il n'est pas encore fini. Djokovic, lui, se qualifie donc en 3 petits sets pour sa 26e finale en Grand Chelem. Encore une victoire. Et il redevient numéro 1 mondial. Il remporte son 8e Open d'Australie et son 17e titre du Grand Chelem. À 32 ans et demi ? Un gamin. Mais comment il va faire ? Ah ben si, je vous le demande. Comment il va faire le team pour battre Djokovic en finale de l'Open d'Australie ? Alors que le Serbe n'a jamais perdu une finale ici à Melbourne. C'est cette fois titré. Le Serbe qui se frise les aisselles depuis 15 jours, qui a 24 heures de récupération en plus, alors que l'Autrichien a dû produire des efforts titanesques pour en arriver là. 5-7 au deuxième tour, plus de 4 heures à 36 degrés pour réussir à tessorer Nadal, et puis aujourd'hui Zverev, dans une chaleur moite à 40 degrés. 40 degrés! Ambiance four, thermostat 12,
Un truc à te cuire le croupion. Et le Alexander, le face-me-teuton, s'est pas laissé bouffer facilement. Ah non! Zverev a encore une fois servi le feu, a mené un 7-0, a gagné un point d'anthologie, un smash contre smash, ventousé dans les bâches dans la deuxième manche, et a eu 2 balles pour remporter le troisième set. Un troisième set qui a duré à lui tout seul 1h22, et où les 2 joueurs étaient tellement bouillants qu'ils t'auraient dégelé un magasin Picard d'un seul regard. Mais c'est Thiem qui a gagné cette manche au tie-break. Et puis après, le 4e set, encore une fois au jeu décisif. Et hop, 3h30 en plus dans les mollets pour l'Autrichien. Ça veut dire qu'au total, il a passé un tout petit peu plus de temps que Djokovic pour arriver jusqu'en finale. Mais un tout petit peu. 5h46. Et c'est pas tout. Pour corser l'affaire, il faut en plus que le team se cogne la malédiction australe de Rafa. Parce que oui, il y a une malédiction. Depuis 2004. Ça fait quand même 16 ans. Tous ceux qui ont battu Nadal à l'Open d'Australie avant la finale, ça en fait quand même 8, 8 joueurs, n'ont jamais réussi derrière à remporter le titre. Ah mais, maman, il y a de quoi te peler la confiance, non? Non mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Parce que la Sofia Kenin, on peut la classer dans les cataclysmes naturels. À 21 ans, elle fait dans la tornade, le cyclone, le typhon. Elle emporte tout sur son passage. Et pourtant, l'Américaine a rencontré de l'obstacle. Et du balèze. Au 3e tour contre Zhang, autant vous dire que c'est compliqué. Elle sauve 4 balles de set dans la première manche, puis encore une dans le 2e set, pour réussir à se qualifier pour les 8e de finale. Où là, elle va aller défier Cory Gauff, là. C'est 15 printemps, un autre phénomène. Et Coco gagne le 1er set. Mais derrière, Kenin va la broyer en alignant les 7 derniers jeux du match. Et que dire de sa demi-finale, la première en grand chelem de sa carrière, où elle affronte la numéro 1 mondiale, la chouchoute de tout un pays, l'Australienne Barty. Ah là, tu la sens la pression, hein Sofia? Ben non. Elle qui avait déjà bluffé tout le monde en dominant Serena la diva à Roland-Garros l'an dernier, va sauver 2 balles de set dans la première manche, puis encore 2 dans le 2e set. Ça vous rappelle rien, ça? Pour battre Barty, 7-6, 7-5, alors que le thermomètre indique 40 degrés à l'ombre. Et sa finale va nous prouver qu'elle est totalement inifugée du cervelet. À 2 jeux partout dans le 3e et dernier set, Muguruza, qui dispute elle sa 4e finale dans un grand chelem, mène 0-40 sur le service de Kenin. Bon là, ça y est, c'est bon, elle va faire la différence. En plus, on sent Kenin au bord de la rupture, de la crise de nerfs, de larmes, de tout ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là que Sofia va aligner 5 frappes à te rendre dépressif un gagnant du loto. 5 points fabuleux, 4 longs rallyes de plus de 11 frappes qu'elle ponctue à chaque fois d'un coup gagnant, plus un ace. Ça lui a mis un de ses coups à Libère de Caracas, qui s'est sabordé l'espoir toute seule, en faisant 3 doubles fautes dans le dernier jeu du match. Époustouflant, il n'y a pas d'autre mot. Elle a été époustouflante, Kenin. Avec cette victoire-là, son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem qui lui permet de grimper à la 7e place mondiale. Devenant ainsi la numéro 1 américaine. 2 places devant Serena. Un phénomène, je vous dis. Ça y est, je sais. Djokovic, c'est Don Salluste dans la folie des grandeurs. Il est l'or, mon seigneur, l'or de tout gagner. Oh, il en manque. Vous êtes sort? Oui, il est sort. Il en manque encore. Comme De Funès dans le film, Djokovic est roublard, avare de défaite, et prêt à tout pour prendre le pouvoir, même s'il se retient, hésitant à devenir le grand méchant. À l'image de ce doigt pointé vers le spectateur qui a applaudi son premier service raté sur la balle de match. Si Nolé avait osé, il lui aurait fait un doigt d'honneur. Parce que ok, que le public ait la claque molle quand il joue Nadal ou Federer en finale dans un tournoi de Grand Chelem, comme ça a été le cas 13 fois sur ses 26 finales. Bon, pourquoi pas? Ça lui constipe la joie, mais c'est comme ça. En revanche, pas ici, pas en Australie, pas contre Thiem. L'Autrichien qui était éreinté après toutes les tâches qu'il a dû affronter. C'était plus un joueur de tennis, c'était son valet, c'était son bon blaze. L'Australie, c'est là que Djokovic envoie tout le monde au barbaresque ou presque. Hein? C'est là qu'il est le roi. 8 finales, 8 titres. Alors applaudissez-moi, quoi. Hein?
Aimez-moi. Sauf que ça veut pas, ça. Ça marche pas et il sait pas pourquoi. Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce qu'il devrait la jouer plus discret? Est-ce qu'il devrait pas prendre la nationalité suisse ou espagnole? Parce que sans rire, quand Federer sort du cours contre Sandgren à 1-7 partout et 3-0 contre lui, ou quand Nadal disparaît au vestiaire à chaque fin de premier set, bizarrement, eux, on leur en veut pas. En revanche, Djokovic qui se permet un temps mort médical à la fin du 3e set, alors qu'il a l'énergie d'une moule, et qu'il vient de perdre 6 jeux d'affilée, pour se retrouver mené 2-7-1, alors là, on ne retient que ça. Mais bon sang de bois, il est allé la chercher, cette finale. Il s'est fait violence pour battre Thiem. Il est même allé jusqu'à faire un service volé sur la balle de break que Thiem s'est procuré au début du 4e set pour mener 2-1. Et oui, il a eu peur de perdre contre un de ces gros frappeurs qu'il n'aime pas, comme Wawrinka. Oui, il s'est crispé le bras à l'idée de gagner, faisant 57 fautes directes, autant que Thiem. Mais il a su surmonter la somme de toutes ces angoisses. C'est un effort colossal, c'est magistral. Un effort qui lui permet de remporter 5 des 7 derniers tournois du Grand Chelem, de gagner 9 des 10 dernières finales qu'il a disputées en Grand Chelem et de collectionner aujourd'hui 17 titres en majeur, à 2 unités de Nadal et 3 de Federer. Et il ne pense qu'à ça, les dépasser, devenir le meilleur joueur de l'histoire, détenir tous les records. Et il y en a un qui lui tend les bras, c'est le nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial. Un record que détient encore Federer, avec 310 semaines passées sur le trône. Djokovic, après sa victoire à l'Open d'Australie, commence sa 276e semaine, à 10 semaines de Pete Sampras, c'est-à-dire demain, et donc à 34 de la légende suisse. Et la question, c'est pas de savoir s'il va y arriver, c'est quand. Il est l'heure, mon seigneur, l'heure de les dépasser, l'heure de tout fracasser.